Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un espèce de bilan, un point sur la situation du PSG qui est champion d'automne depuis hier et qui se retrouve surtout à 6 petits matchs de son échéance contre le Bayern Munich. Je dis petit parce que j'inclus dans la série le 16e de finale de Coupe de France qu'on jouera le 23 janvier contre une petite équipe encore, donc sans nos titulaires probablement. Et dans tous les cas, en termes de garantie sportive, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, à part les 3 de devant qui sont en surperformance statistique et qui sont capables de se sublimer bien évidemment dans les grands matchs. Vous me direz c'est normal, le projet est autour d'eux. Mais sinon, en matière collective, on a eu cette dynamique du mois d'août où dans certains domaines, on excellait. Par exemple, la capacité de nos milieux de terrain à se déplacer intelligemment pour créer des espaces à Neymar et Messi dans la densité. À ce moment-là, c'était une grande force de ce PSG. Aujourd'hui, c'est perdu. Avec Vitinha qui n'a plus aucune personnalité pour faire progresser le ballon, qui se place un petit peu n'importe comment. Les duels, on les fuit. Fabian Ruiz par exemple. Le contre-pressing qui à ce moment-là nous permettait de placer des valises à nos adversaires. On l'imprime sur 5-10 minutes, grand maximum sur un match. Comptablement, les résultats suivent aujourd'hui. Donc, honnêtement, il n'y a pas matière à condamner qui que ce soit aujourd'hui, 12 janvier. Voilà, cette vidéo, elle n'est pas pour condamner qui que ce soit, et d'ailleurs, je ne vais pas l'axer sur le sportif. J'en parle là pendant 5 minutes, mais après, où je vais en venir, c'est sur le projet au-dessus. Je ne vais pas taper sur Galtier, les joueurs, l'animation tactique, machin, parce qu'on sait très bien que notre saison, on la joue en Ligue des Champions. Voilà, les formes bizarres en Ligue 1, c'est à la subjectivité de chacun. Je comprends d'un côté ceux qui sont exigeants, qui disent que nous sommes le PSG, qu'on a des joueurs avec un certain statut et qu'il faut avoir une exigence en matière de progression au fil des matchs, voir un petit peu que ça travaille à l'entraînement, chose qu'aujourd'hui on ne voit pas, et donc ces gens-là tapent sur le club, c'est complètement normal. Et de l'autre côté, ceux qui sont dans le prisme un petit peu de la continuité des résultats, parce qu'ils sont là, évidemment, comptablement, on est leader, ça suit, on a une avance qu'on a encore un petit peu confortée, ou du moins récupérer celle qu'on avait avant la défaite contre Lens, parce qu'ils ont fait match nul hier. Bref, ceux qui disent, écoutez, on ne peut pas gagner tous les matchs 5-0, parfois il faut passer par des moments où il y a des rythmes de sénateurs. Le problème, c'est que là, ça dure quand même. Ça dure quand même. Depuis début septembre, le 1-0 contre Brest, il n'y a pas eu de match abouti de A à Z dans n'importe quel domaine. C'est-à-dire que l'animation sur les côtés, apporter de la largeur, contre-pressing comme je disais, nos milieux de terrain. Par exemple, défensivement, c'était une force collective du PSG de Thomas Tuchel. Là, on dégage rien. Et individuellement, il n'y a personne qui surnage, à part Nordi Mukiele, contre 4 équipes qui sont moyennes. Donc on relativise. Voilà. Même Hakimi ne fait pas l'unanimité. Il n'y a que Nuno. Allez. Mais Nuno, il est out, et on espère d'ailleurs qu'il va revenir. C'est d'ailleurs dans ce secteur quelque chose qui peut nous donner quand même beaucoup d'espoir pour le match contre le Bayern, les retours de Kimpembe et de Nuno. Évidemment, parce que Nuno est un crack absolu, je ne vous fais pas dessin, et aussi Kimpembe, mais vraiment je le mets haut dans mes espérances, on va dire, parce que là, concrètement, qui joue les duels? Qui est dur sur l'homme dans cette équipe? Mukiele et personne d'autre. Donc, le défenseur athlétique rugueux qu'est Kimpembe, son manque il se fait ressentir bien évidemment. Bref, dans tous les cas, on sait très bien que cette équipe, c'est le PSG, qu'elle est capable du meilleur comme du pire, que sur un match, on est capable de passer le Bayern bien évidemment, surtout de produire un contenu extraordinaire, comme on a été capable de le faire à de nombreuses reprises. Le PSG de Pochettino, c'était sa caractéristique, se sublimer dans les grands matchs en étant pourri à archi ennuyant en Ligue 1. Là, on commence à devenir vraiment ennuyant en Ligue 1, et donc Galtier va falloir qu'il se rattache sincèrement au match contre le Bayern. Aujourd'hui, évidemment, pas de conclusion. Comme je le dis, on ne peut pas parler sportivement parce que la saison va se jouer sur cette double confrontation. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui est réuni pour prédire que le PSG va passer contre le Bayern, mais on sait très bien que c'est la Ligue des Champions, là-dessus, pas de problème. De toute façon, ici, on sera toujours confiant pour ce genre de double confrontation. Mais attention, Galtier par rapport à Pochettino, il est français, il connaît la Ligue 1, du coup, il ne nous a pas pris de haut. Pochettino, il arrive quand même avec une certaine prétention, un air hautain qui fait que les supporters, ça n'a pas trop accroché, les médias l'ont pas ménagé dans leurs critiques, et puis surtout, ce qui n'a pas aidé, c'est bien sûr sa communication qui était ennuyante au possible. Là, Galtier est évidemment un très bon communicant, donc
il est apprécié de tout le monde, il échappe aux critiques aujourd'hui, pas de problème, c'est mérité aussi. Mais si il ne sublime pas son équipe comme le PSG de Pochettino, là on pourra entamer un gros dossier de comparaison entre Galtier et Pochettino. Maintenant, je parle qu'en si. Ça fait 5 minutes que je parle qu'avec des si. On peut refaire le monde et couper du bois avec ça. Donc, bien évidemment, on ne s'éternise pas là-dessus, même si on peut quand même s'interroger sur le... Par exemple, qui aujourd'hui est titulaire indiscutable à part les 3 devant? Alors, il y a Verratti qui est facteur X au milieu de terrain, mais là, aujourd'hui, en défense, tu as Mukele qui est super fort, qui joue à droite. Hakimi qui va revenir. Normalement, bon, le débat pour que Mukele reste dans le 11, c'est pas avec Hakimi qu'il a lieu d'être. C'est, par exemple, faire sortir un Sergio Ramos, un Marquinhos, Bernat, par exemple, mettre Hakimi à gauche ou Mukele à droite. Tu vois ce que je veux dire? Ça, ce sont des ajustements tactiques. Tu vois? Il n'y a personne qui aujourd'hui est réellement titulaire. À part Verratti au milieu, les autres sont vraiment mauvais. Fabian Ruiz, depuis le match contre la Juve, c'est compliqué encore une fois hier. À part son espèce de montée en puissance en fin de première mi-temps, sa seconde mi-temps, elle est absolument désastreuse. Vitinha, c'est pareil. Vitinha, il va falloir à un moment donné se rendre à l'évidence. Je veux bien qu'il ait 22 ans, qu'il faut évidemment être patient. Bien sûr, on l'est, pas de problème. Mais moi, je le vois plus dans le sens où, quand tu as 22 ans, c'est comme Donnarumma et son jeu au pied. T'es jeune, tu dois progresser à un moment donné. Si pendant 4 mois, t'enchaînes les mêmes performances sans voir de progression, bah à un moment donné, ça commence à devenir inquiétant. Faut te bouger. Et j'espère qu'au sein du staff, bah, c'est ce discours qui est un petit peu tenu à Vitinha pour essayer un petit peu de le bouger. Voilà. Évidemment, là où je veux en venir, là où par contre je parlerai sans si, sans éventualité, c'est au niveau du projet. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé donc avec Luis Campos qui arrive et un mercato qui a été fait. Un mercato où on a quand même balancé de l'argent, même si à chaque fois c'était conditionné à un départ en amont pour libérer de la masse salariale, et que la plupart du temps, c'est des trucs qui sont échelonnés sur pas possible. Le prêt avec option d'achat d'Ekitike, les 40 millions de Vitinha, on les paye je crois en 2 fois, et on a même pris un mec pour une société qui fait des échéances, là, je ne suis pas financier, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bref, il y a eu le nom exact qui était sorti au moment du transfert de Vitinha. Donc oui, financièrement, on est dans une situation bizarre, mais on a quand même Luis Campos qui s'est présenté fin septembre à RMC en prime time pour fracasser littéralement son mercato à lui, le mercato qu'il a fait, en disant qu'il était loupé, nul, loupé. Avec ses histoires de puzzle, et c'est son puzzle, ces espèces de transpositions, superpositions, c'est les siennes en fait, c'est lui. Et c'est pas ses crèmes ça. Parce que il y avait Antero Henrique qui prenait tout médiatiquement, à raison bien évidemment, parce que de l'autre côté, c'est vrai qu'il n'a pas fait son job au niveau des ventes, tout le monde quasiment va revenir parce que c'est des prêts où les options d'achat sont impossibles pour les clubs et qui veulent pas les lever, voilà. Parce que aussi, lors de son premier mandat, il a donné des contrats extraordinaires. Herrera jusqu'en 2024, c'était une aberration, même si on l'a eu gratuitement, c'est une aberration. Et même le fait de le signer gratuitement, ça devrait du coup plaider en la faveur d'un contrat de 3 ans maximum. Surtout pour un joueur qui avait quasi la trentaine, je crois, au moment de sa signature. Bref, Antero Henrique, pas de problème pour sa responsabilité. Mais à un moment donné, Luis Campos, il a construit un effectif qui est axé sur les 3 de devant. C'est-à-dire que tout ce que tu fais au PSG, c'est en fonction d'eux. Au milieu de terrain, tu dois recruter des mecs qui vont combler par des déplacements, un volume de course, une capacité en termes de contre-pressing, le manque de déplacement de Mbappé, de Messi sans ballon. Voilà. Par exemple, en attaque, tu dois recruter des mecs qui vont compléter ces joueurs quand ils ne seront pas là, et qui surtout quand ils sont là, bah, si tu les fais sortir d'un match, apporte un petit peu des qualités. Quelque chose, une plus-value à cette équipe en fait. Et moi, j'en veux cruellement à Luis Campos cet été de ne pas avoir recruté de joueurs de percussion. Dès le mois de mai, vous prenez mes vidéos, dès le mois d'avril, je plaidais pour un ailier. Pas forcément Ousmane Dembélé, mais je plaidais pour un ailier, un mec de percussion. J'aurais rêvé du retour de Moussa Diaby par exemple. Voilà. Au lieu de ça, on a érigé comme priorité un vrai numéro 9 de surface. Ok, on a pisté Gianluca Scamacca, ça n'a pas marché. Peut-être tant mieux quand tu vois la saison qu'il pond à West Ham. Ok, peut-être qu'en termes de niveau, bah, il ne l'avait pas. Tout ça pour prendre Ekitike. Ekitike qui est qui?
ni un joueur de percussion qui va te proposer de la profondeur, ni un 9 de surface qui va rester collé à la charnière centrale et qui va avoir le sang-froid pour marquer un but sur 3 ballons touchés sur une mi-temps. C'est quelqu'un qui a besoin de décrocher, donc venir dans la masse comme Messi, Neymar, Verratti, Mbappé, et passer de l'extérieur vers l'intérieur avec le ballon dans les pieds, comme il le faisait à Reims. Mais ça, tout le monde le savait en matière de profil à sa signature. Alors bien sûr, c'est un jeune, aujourd'hui il est bon, pas de problème, et encore, je pense que cette dynamique avec le retour d'Mbappé va s'atténuer. Pourquoi t'as pas recruté un joueur de percussion? Pourquoi tu fais partir Sarabia, qui est quelqu'un, ok, qui peut faire des déplacements, qui comble le fait que Messi se replie pas, mais qui n'a jamais dribblé quelqu'un, voilà, n'a pas de percussion, hein, n'est pas quelqu'un qui a une conduite de balle extraordinaire, et qui en plus avait perdu sa qualité de finition. Solaire, pareil, tu le recrutes. Quelqu'un qui préfère être derrière le ballon plutôt que devant, qui va te faire aucun appel, et qui du coup se retrouve complètement perdu, parce que tu l'as recruté par défaut pour faire plaisir à Valence, qui n'arrivait plus à payer Gonzalo Guedes, plutôt que de les attaquer en justice pour qu'ils finissent de payer ce qu'ils devaient payer. Tu leur as fait 18 millions Carlos Soler, pas de problème. Et surtout, le pire dans tout ça, au-delà du fait que tu recrutes en fait, que tu construises un effectif, je trouve que c'est construit n'importe comment. Et ça, la critique, elle n'est pas envers les joueurs. C'est-à-dire que Soler, aujourd'hui, il a marqué 4 buts, pas de problème, c'est super. Ok, c'est le meilleur buteur derrière la MNM du club, super. À côté de ça, il est invisible. Et lui, je suis sûr que si tu lui demandes, il n'est pas heureux. Parce qu'il ne s'éclate pas pendant les matchs. Il marque, ok, parce qu'il est au bon endroit, au bon moment, il sait se déplacer un petit peu dans le dernier tiers. Mais sinon, quand il a le ballon, c'est une catastrophe. Il se fait bouffer par les défenseurs de Ligue 1. Même contre Châteauroux, il n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu dans le jeu. Voilà. Alors qu'il n'y avait ni Neymar ni Messi pour lui prendre la place, le ballon, les espaces, je sais pas quoi. Renato, tu le signes 12 millions. Sur le papier, ça peut être un bon point. Par exemple, là, j'espère qu'il va pouvoir revenir pour le match contre le Bayern. Pas pour être titulaire, mais par exemple, lui, ok. Je pense que c'est quelqu'un qui peut t'apporter la verticalité, les qualités athlétiques, qui comble Neymar, Messi et tout ça, et qui apporte un vrai plus au milieu de terrain. Moi, aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'il revienne rapidos de blessure pour qu'on le mette un petit peu dans ce milieu qui est amorphe, Renato. Mais le problème dans tout ça, qui surplombe tout ça, c'est la durée des contrats. 5 ans. Carlos Soler, 2027. Fabian Ruiz, 2027. Renato, 2027. Pour des mecs que tu as recrutés, Renato, 12, Fabian Ruiz, 25, Carlos Soler, 18. C'est-à-dire que la durée des contrats aujourd'hui, c'est pas en fonction du montant, mais c'est-à-dire que les contrats de 5 ans, en général, tu les donnes à des joueurs que tu payes 60 millions. Parce que derrière, aux yeux des administrations financières et surtout pour rembourser ton indemnité de transfert, ça va être échelonné, divisé par la durée de contrat. C'est-à-dire qu'un joueur que tu payes 100 millions, c'est logique que tu lui donnes 50 contrats puisque l'amortissement, ça va être 20 millions par an. Que si tu lui donnais que 3 ans, l'amortissement, ce serait 33 millions par an. Tu vois ce que je veux dire? Là, le mec a 25 patates, tu lui donnes 50 contrats, donc l'amortissement c'est 5 millions par an, il est dans la fleur de l'âge, c'est même pas un jeune de 22 ans. Vitinha, je comprends qu'on lui donne 5 ans, pas de problème. Mais les mecs Carlos Soler qui ont 25 ans, 50 contrats, et ça, je suis désolé, ça c'est vraiment quelque chose d'horrible. Ils n'ont pas des gros salaires, je vois pas pourquoi Renato, tu lui donnes pas 3 ans de contrat. C'est quelqu'un qui en plus est faible physiquement, tu sais très bien qu'il est incapable d'enchaîner, tu sais pas ce que c'est, ce qu'il vaut dans un grand club, et non, 5 ans. Et ça, c'est quelque chose qui me rend fou, et c'est vraiment là où je veux en venir dans cette vidéo, la durée des contrats et la construction de l'effectif. Aujourd'hui, tu es comme un con parce que tu peux pas recruter sur le mercato hivernal. Cet été, ça va être compliqué si tu vends pas une partie de ton capital. Pas de problème sur les soucis financiers. Mais enfin, si tu fais l'addition de tous les milieux qu'on a recrutés cet été, ça fait quasi 100 millions, sans compter les 35 sur Hugo Ekitike, qui était énorme. La vente de Kalimundo, alors ok, il ne fait pas une saison extraordinaire avec Rennes, Kalimundo, mais à ce moment-là, tu avais quand même des clubs de première ligue, et tu réussis à le vendre 25 millions avec bonus. Ne me dites pas que c'est une bonne vente. Franchement, c'est mal valorisé. Rennes ont fait une bonne affaire. C'est difficile de dire ça aujourd'hui, parce que Rennes, aujourd'hui, c'est vrai qu'il peine un petit peu à s'acclimater, il lui faut du temps, mais quand on était en juillet, arrêtez, il sortait de 2 bons prêts à Lens, il avait une super cote, il y avait plein de clubs anglais sur lui. Me faites pas jurer qu'on aurait pu le vendre 40 millions. Franchement. Arnaud Kalimundo. Et même, c'est le genre de joueur qui prend la profondeur. Pourquoi tu ne vends pas Sarabia plutôt que lui? Parce que c'est vraiment quelqu'un qui aurait apporté en sortie de banc dans cette équipe.
Voilà. Moi, je n'ai pas bien saisi ce mercato à chaque fois que j'y pense, et plus le temps passe, plus je vois les joueurs qui ont été recrutés sur le terrain, plus je me dis qu'il n'y avait pas grand-chose de logique au niveau des profils. En termes de niveau, ok, peut-être qu'il y aura des moments de surperformance, comme Mukiele aujourd'hui. Mukiele, par exemple, voilà, 10 millions, pas de problème. Alors, contrat de 5 ans aussi, comme tous, hein, tu me diras, mais petit salaire, fait pas de bruit, est bien aimé dans le staff parce que visiblement c'est un gros travailleur, extraordinaire parce que, par exemple, sa blessure là contre Châteauroux où il sort et il revient, ça témoigne quand même d'une super hygiène de vie, d'un corps qui est super bien entretenu et qui est surtout super bien foutu, une super carrure, tu vois. Donc pour moi c'est aujourd'hui la recrue qui, corrélée à son statut, est la meilleure de cet été. Et qui ticket 35 millions, ok, il y a une bonne dynamique, pour l'instant c'est trop peu. Vitinha 40, je rappelle, c'est 40 Vitinha, voilà. Ruiz 25, mais tout ça on le savait en fait. Au milieu de terrain, tu as besoin d'un mec qui va au duel, qui réussit à faire progresser les ballons. Ruiz, on savait que c'était quelqu'un qui était grand mais frêle, mauvais dans les airs par exemple pour gagner des duels là-dedans, et qui avait des petits défauts un petit peu pour faire progresser dans le dernier tiers. Tout le monde le disait au moment de sa signature. Carlos Soler, on n'a pas trop compris. Donc voilà, pour cette vidéo, ce que je voulais dire. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et encore une fois, j'ai pas envie de tomber sur le club au niveau du sportif aujourd'hui. J'attends la double confrontation contre le Bayern parce qu'on sait très bien qu'on va jouer notre saison là-dessus. Mais si on sort lamentablement, là, il y aura une énorme comparaison entre Galtier, qui aujourd'hui, son PSG n'a rien à envier à celui de Pochettino en Ligue 1. Voilà. Et qui aura du coup pour énorme différence, parce que Pochettino, tu peux tout lui reprocher. Et je ne prends pas sa défense, hein, mais je dis juste un fait. Pochettino, il arrive, un mois après, il te pose une masterclass au Camp Nou. Ok, le match retour n'est pas maîtrisé, mais on se qualifie quand même. Contre le Bayern, le match aller, ultra réaliste. Le match retour au Parc, ok, on perd, mais quand même, on se crée un nombre d'occasions qui est quand même assez important. Dans les sorties de balles, tu as quand même des séquences de foot qu'on voit même pas aujourd'hui contre le dernier de Ligue 1, hein, tu m'excuseras, voilà. Avec, par exemple, Colin Dagba, le match de Di Maria, par exemple. Contre City, bon, tu fais une mi-temps, après t'exploses. Et la saison dernière, contre le Real, bon, bah ok, il y a ce quart d'heure maléfique, mais sinon, sur les 180 minutes, tu domines, tu abordes de la bonne manière le match sur plus des 3/4 de la double confrontation. Même City, au Parc, septembre 2021, tu les tapes 2-0. Avec Verratti qui est en sentinelle, exceptionnel. Voilà. Donc, j'espère que Galtier va se différencier de Pochettino. Et là-dessus, j'en suis pas certain. Parce que, encore une fois, on l'a vu en phase de poule. Contre la Juve, seconde mi-temps en septembre, il prend une leçon de pragmatisme par Massimiliano Allegri. Contre Benfica, on est incapable de gagner. Bon, le match aller, le match nul, il est mérité. Par contre, le match retour, je suis désolé, on doit le gagner. Ne me dites pas que Benfica était une équipe invaincue à ce moment-là, que ça tournait super. Non. Ils ont sorti une prestation au Parc des Princes, le Benfica, qui n'était pas de leur niveau. Voilà. C'était très bien payé pour eux. Honnêtement, hein. Et nous, on a été incapable de les gagner. Voilà. Contre la Juve, bon. Après, bon, la deuxième place, c'est vrai que tu peux en vouloir. Du coup, sur ce match retour contre le Benfica, au Juventus Stadium, tu te fais écrasé complètement sur la première mi-temps. Et contre Lens, encore une fois, Galtier a montré des signes de lecture de match avec pas vraiment de personnalité. C'est-à-dire que tu mets Danilo au milieu de terrain, Verratti qui est trop haut, et tu changes rien. Tu changes rien. Tu restes sur ton idée de base, tu es trop dans la rigueur. Et ça, contre le Bayern, ça peut payer cash. C'est comme son inversion Ramos-Marquinhos. Voilà un peu tout ce que je peux reprocher à Galtier. La tendance aujourd'hui, maintenant, il y a la MNM devant, les mecs sont en pleine bourre, et honnêtement, voilà, je pense que ça reste 50-50 contre le Bayern. Je ne dis pas qu'on va se faire éliminer, bien évidemment. Je parle un petit peu de choses qui nous montrent, qui peuvent déjà nous montrer comment cette double confrontation peut se profiler. Par exemple, plutôt que de dire « oui, t'es défaitiste », tu dis qu'on va perdre. Non, dites-vous plutôt, je pense que Galtier, en termes de pragmatisme, n'a pas encore saisi ce qu'était la Ligue des Champions, et quelque part c'est normal. Donc, par exemple, il faut axer sur l'entame de match, essayer d'ouvrir le score rapidement, ou des trucs comme ça, voilà, faire une grosse mi-temps sur la durée, être réaliste devant, voilà, essayer d'axer sur nos forces, tout simplement, voilà, identifier nos faiblesses,
pour renforcer nos forces et essayer du coup par là de gommer nos faiblesses. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve très prochainement pour parler de je ne sais pas quoi, mais aujourd'hui le sujet c'était bien ce mercato et cette construction d'effectifs que je ne comprends pas beaucoup, voilà, avec des joueurs sans grande personnalité et qui surtout ne collent pas du tout en fait à des compléments. Là en sortie de banc, enfin à la décharge de Galtier, ok, il est conservateur, mais de l'autre côté, tu fais rentrer qui? Dans un match, tu fais rentrer Soler, Sarabia, Fabien Ruiz. Par exemple, Marcus Thuram aujourd'hui est une opportunité de marché, j'en ai fait une vidéo. Le mec, peut-être que techniquement, tu te retrouveras avec des montages de lui avec des Timberland sur Twitter, sur certains matchs, mais ce qui est certain, c'est qu'il va avoir le volume de jeu, qu'il va rester haut, il n'a pas besoin de décrocher, participer, je sais pas quoi pour prendre confiance, machin chouette, et boum, il va faire les appels, il va proposer à Messi et Neymar, parce que de l'autre côté, Messi et Neymar, ils sont en surproduction. On peut se plaindre que parfois ils jouent que entre eux. Mais de l'autre côté, qui propose pour faire progresser le ballon? Pas grand monde. Hugo Ekitike, il aime beaucoup décrocher. Ok, c'est cool parce que techniquement, il prend un petit peu en confiance, mais à un moment donné, il faut proposer devant, il faut faire progresser le ballon. Il n'y a que Mbappé et Nuno Mendes qui font ça dans cette équipe. Voilà, alors évidemment, ces derniers temps, ils ne sont pas trop là, ces deux-là, et contre le Bayern, ils sont probablement là, donc ça risque de changer beaucoup de choses. Voilà, et encore une fois, j'ai pas parlé du gap entre le niveau des titulaires et celui des remplaçants, sur la construction de l'effectif. Encore une fois. Neymar, Carlos Soler derrière. Bon, pour les postes des trois de devant, je comprends. Je suis plus indulgent parce que c'est vrai que c'est difficile de convaincre un joueur, sachant que c'est certain, il n'aura pas de temps de jeu. Il ne sera jamais titulaire, ce sera toujours la MNM devant lui. Mais par exemple, au poste de latéral gauche, Nuno Mendes, qui est doublé par Bernat, qui, pardonnez-moi, est honteux au vu de son salaire, 8 millions par an, l'avoir prolongé, c'est une aberration. Et là, le gap est extraordinaire entre le titulaire et le remplaçant. Par exemple, Mukele, ok, il atténue ce gap avec Achraf Hakimi, il remplit super bien son rôle. Derrière Verratti, aucun remplaçant dans son registre, mais il n'y a même pas un mec qui, sur ses qualités à lui, comble un petit peu l'absence de Marco Verratti. Donc c'est-à-dire que tu perds les qualités de Marco Verratti, son profil, et les mecs qui le remplacent ne sont même pas bons sur leurs qualités. Donc c'est très compliqué. Bonne soirée à tous, ciao les amis.